C'est le débat de ce Smart Impact. On parle énergie solaire avec mes invités Eva Vandès, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice des affaires publiques d'Amarenco, et Aurélien Croc, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le directeur général de Solar in Blue. On va commencer par une présentation de vos entreprises respectives. Amarenco, groupe franco-irlandais, c'est ça ? Tout à fait. Donc, Amarenco, c'est un producteur d'énergie solaire à partir du photovoltaïque, qui est né de la fusion d'un fonds d'investissement irlandais créé en 2013, qui a donc investi dans cette start-up française qui avait été créée en 2008. Et donc, voilà, est né Amarenco aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui opère donc en France principalement, mais également en Europe. On est une véritable société européenne aujourd'hui, en Irlande, bien sûr, en Autriche, avec un gros marché en Espagne et en Ibérie, vraiment à l'image du développement de ce secteur. Alors, sur quel type, c'est quoi ? C'est des fermes photovoltaïques ? C'est quel type de projet dont on parle ? Alors, on a plusieurs typologies de projets photovoltaïques. Je trouve ce qui est vraiment intéressant avec l'énergie solaire, c'est qu'elle s'intègre à de multiples usages. Et on peut avoir des petits projets comme des plus grands projets. Amarenco, en France, s'est fait connaître par la construction de hangars agricoles. On en a construit plus d'une centaine. On est à 2000 installations réalisées aujourd'hui. Donc, le photovoltaïque s'intègre dans le bâtiment agricole en toiture, mais on a aussi des centrales au sol plus classiques, on va dire, ou des toitures d'industriels, des ombrières de parking, voilà. On y reviendra évidemment en détail. Présentez-nous Solar in Blue, Aurélien Croc. On est sur mer. Oui, exactement. Alors Solar in Blue, c'est une start-up montpelliéraine fondée en 2019, qui est la pionnière du solaire photovoltaïque flottant offshore. Donc notre idée, c'est que l'énergie solaire, c'est aujourd'hui l'énergie renouvelable la moins chère à produire, et simplement, elle consomme d'un espace foncier assez important pour donner son plein potentiel. Et donc notre idée, c'est que pour libérer le solaire photovoltaïque des compétitions d'usage sur le foncier, et remplir nos objectifs de développement des énergies renouvelables. On sait qu'à 2050, on part sur des x6, x8, x10 en termes d'objectifs français ou européens. Pour atteindre ces objectifs-là et décarboner notre économie, il va falloir mettre à contribution tous les réservoirs de foncier disponibles. Et aujourd'hui, pour créer des centrales solaires à l'échelle, par exemple en Europe, on va se frotter à des problèmes comme le morcellement du foncier ou les compétitions d'usage. Et donc nous, en transposant l'énergie solaire dans le domaine maritime, on va permettre de lever ces obstacles-là et de donner son plein potentiel à cette énergie. Et alors, je sais qu'il y a un projet avec le port de Sète, par exemple. Ça se passe, c'est à l'extérieur du port, à combien de mètres ou de kilomètres des côtes ? Enfin, comment ça se passe ? Je suis curieux des détails. Exactement. Alors, on est très heureux d'avoir inauguré le 17 mars 2023, donc notre premier démonstrateur de ferme solaire flottante dans le port de Sète, effectivement. Donc, l'inauguration s'est menée pendant que les unités flottantes étaient à quai, mais le site de notre démonstrateur sera à 1,5 km de la digue, donc en condition de mer ouverte. On est exposé à des houles, des courants, des vents qui peuvent atteindre au maximum pour notre structure 200 km/h de vent et plus de 12 mètres de houle. Et donc notre démonstrateur va permettre en fait de démontrer la robustesse en fait de notre structure et notre capacité à produire de l'énergie solaire en mer, avec, si vous voulez, une production suffisamment importante pour résoudre l'équation économique. Je reviens vers vous, Eva Vandès. Vous allez lever, il y a quelque temps, 300 millions d'euros autour de... C'est quoi les piliers stratégiques de la croissance et du développement de votre entreprise Amarenco ? Oui, alors, comme je le disais, donc, c'est un secteur en pleine croissance. Donc, Amarenco est à l'image de ce secteur. On avait déjà levé 200 millions d'euros en 2020. Donc, aujourd'hui, on a cette nouvelle levée de fonds avec 300 millions d'euros. C'est un investisseur britannique cette fois, donc après 2 investisseurs français. Donc notre objectif, c'est principalement de convertir ce qu'on appelle dans le jargon notre pipeline, donc nos projets, et de les exécuter, c'est-à-dire les raccorder au réseau. Donc on a un objectif, on a 400 mégawatts déjà installés en opération aujourd'hui, et en 2025, on espère passer à 2 gigawatts. Après les 2 axes d'Amarenco, on est un des leaders, un des
pionnier dans l'investissement du photovoltaïque dans le monde agricole, donc ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme aujourd'hui, qui vient également résoudre les problèmes de compétitivité sur l'usage du sol. C'est vrai que Amarenco aime bien les doubles usages. Alors même si on est plutôt sur la terre, nous, aujourd'hui, mais il y a vraiment une intelligence du secteur pour venir combiner des usages. Donc, c'est le vrai des ombrières, c'est le cas des ombrières. Voilà, exactement. Alors, à la fois, on va collaborer avec des partenaires industriels, recouvertir des toitures, des centrales, ou d'autres consommateurs d'énergie plutôt qui vont rechercher une énergie verte, décarbonée, à bas coût, sur des prix stables. Donc ça, aujourd'hui, le marché privé sait faire. Et dans le secteur agricole, l'agrivoltaïsme, ça va être vraiment avoir un double usage des sols, amener un complément de revenus aux agriculteurs qui en ont besoin, notamment pour accompagner la transition agricole ou leur offrir des équipements, puisqu'on va réaliser l'endettement à leur place, donc des hangars, des serres, des ombrières. Et en plus, on se rend compte en travaillant donc avec un centre scientifique qu'on peut avoir des services de protection face aux aléas climatiques, et les panneaux jouent un rôle de tampon en fait par rapport aux événements climatiques extrêmes. Donc c'est des solutions vraiment très intéressantes. Aurélien Croc, à quel point la crise énergétique qu'on vit depuis 14 mois, c'est un accélérateur de transformation, de changement? Est-ce que vous le ressentez, ça? Alors, je pense qu'on le ressent, et on le ressent en fait de longue date en Occitanie, puisque l'Occitanie, c'est une région qui vise à être la première région à énergie positive d'Europe en 2050. Et donc, dans ce sens-là, toute notre démarche, en fait, elle est vraiment intégrée dans la réflexion de la région Occitanie par rapport au développement des ENR. Donc, c'est l'un de vos partenaires, la région Occitanie. Exactement, voilà. Donc, c'est un de nos partenaires. C'est ce qui nous a permis, du coup, en échangeant, d'être mis en relation avec le port de Sète. Le port de Sète qui avait des objectifs assez importants de développement du photovoltaïque. Et là, l'idée, c'est que nous, on sera situé, par exemple, sur l'emplacement d'un ancien terminal de déchargement des hydrocarbures. Donc, vous voyez, il y a tout un pivot qui s'opère dans la région entre des sources d'approvisionnement électrique et énergétique très carbonées et puis les solutions nouvelles qu'on propose. Et donc, vous dites c'est de longue date. Est-ce que je repose un peu la question, est-ce que vous voyez quand même un effet d'accélération depuis quelques mois? Ou pas oui, forcément. Je pense que oui, on le sent aussi par rapport à la couverture médiatique qu'on a eue de manière générale. Et il y a un très fort engouement pour ce qu'on fait, l'émergence d'une nouvelle énergie marine. Et je pense qu'effectivement, ça vient en résonance avec tout le débat public qui est très orienté sur ces sujets-là depuis 14 mois, avec une technicité aussi des échanges qui monte beaucoup. Pour continuer d'alimenter la croissance du photovoltaïque, Eva Vendès, il faut à la fois des PME, des grandes entreprises, c'est important ça? Oui, tout à fait. Je pense que ces deux typologies d'entreprises qui se complètent bien. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, vu les enjeux qui sont les nôtres en termes d'approvisionnement d'énergie et de climat, tous les acteurs doivent s'y mettre. Donc, on observe que les grandes entreprises historiques qui viennent plutôt du pétrole et du gaz aujourd'hui ont une feuille de route vers la transition énergétique. C'est absolument nécessaire. Ils ont des fonds, mais il faut aussi continuer à soutenir tout ce tissu de petites et moyennes entreprises qui sont sur les territoires, qui continuent d'inventer, d'innover, qui proposent une énergie de proximité, qui sont peut-être... les territoires, les citoyens ont besoin de s'approprier ça. Et Amarenco, par exemple, et je ne sais pas si une grande entreprise aurait pu le faire, mais nous, on a un engagement d'investissement pour la biodiversité. Donc, notre objectif, et c'est vraiment notre marque de fabrique et différenciation chez Amarenco, on investit dans des infrastructures solaires, c'est très capitalistique, et une partie de cet investissement va à la régénération des sols et des écosystèmes. Et donc, on veut vraiment prouver, convaincre le marché qu'on peut réconcilier industrie et écologie et pas sans cesse les opposer, parce qu'au final, c'est une transition énergétique, mais c'est surtout une transition écologique. Aurélien Croc, si on parle d'impact écologique, l'impact écologique de votre solution, de votre technologie, c'est quoi? Alors, l'impact écologique de notre solution, en fait, ça a été notre prisme dès le début dans le développement, ça a été de le rendre le plus faible possible. Donc, l'idée, c'est que pour notre démonstrateur et la création de la technologie, la première chose, ça a été d'utiliser les principes d'éco-conception et du coup, de s'appuyer sur des dispositifs dont on voulait qu'ils soient recyclables à plus de 90%. Donc, nous, aujourd'hui, on atteint presque 95, presque 100%, avec
avec donc des flotteurs qui sont en plastique recyclé, de l'acier marine galvanisé pour la structure, avec une structure un petit peu Tour Eiffel, donc à la fois robuste et très légère, donc si vous voulez sobre, et qui se recycle également très bien. Et les panneaux solaires, il faut le savoir aussi, en fait, sont des dispositifs qui se recyclent extrêmement bien, hein, à plus de 92-95%. Voilà, donc ça c'est pour le flotteur proprement dit. Et ensuite, dans le lien avec l'écosystème, notre idée, ça a été surtout de laisser un maximum de lumière arriver jusqu'au système marin et à la surface de l'eau, aux écosystèmes marins et à la surface de l'eau. Et donc, nous, on transmet plus de 40% de l'irradiance reçue aux écosystèmes, ce qui nous permet d'avoir vraiment un impact minimal. Et en termes de technologie d'ancrage, il faut se dire qu'un ancrage chez nous, un point d'ancrage chez nous, c'est moins d'1 mètre carré. Voilà. Et qu'on observe qu'aujourd'hui, on parle de biofouling pour parler de la colonisation par les milieux vivants, par exemple, des lignes d'ancrage. Et donc ça, c'est aussi des choses qui, en fait, vont permettre de ramener de la vie supplémentaire quand notre dispositif est installé. Ouais, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez vertueux. Si on parle maintenant, on va terminer là-dessus, plutôt des freins au développement du photovoltaïque. Je commence avec vous, Aurélien Croc, c'est quoi? Vous avez une région qui est derrière vous. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques publiques sont à la hauteur des enjeux aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense qu'au niveau national, il y a vraiment un effort à faire pour accélérer le développement des projets. Aujourd'hui, développer un projet de solaire flottant à l'échelle, c'est quelque chose qui nous prend 3-4 ans. Il faudrait que ce soit beaucoup plus court et qu'on continue, si vous voulez, la dynamique d'études d'impact. Nous, on a fait une étude environnementale vraiment très précise, mais il faut réduire les cycles de développement et nous permettre de passer à l'échelle plus rapidement. Même si la loi est en train de changer pour justement accélérer les procédures, favoriser le développement des ENR? Oui, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que, par exemple, on était censé en 2023 atteindre 20 gigawatts de solaire, qu'on a 13 aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a un gap énorme à combler et c'est pour ça qu'il faut accélérer. Eva Vendès, quel frein vous identifiez? Oui, en plus je suis juriste de formation, donc moi je me concentre beaucoup sur le cadre réglementaire. Je crois que c'est un cadre réglementaire qui jusque-là historiquement a été fait plutôt pour une ère carbonée, on va dire. Donc c'est un cadre réglementaire qu'il faut entièrement reconstruire et c'est pas simple, c'est complexe, c'est des sujets, c'est vrai, techniques. Je pense que aussi le solaire était jusque-là réservé, on va dire, à une niche d'experts passionnés du photovoltaïque. Aujourd'hui, c'est une énergie qui prend le devant de la scène et donc ça se démocratise. On l'a vu dans les débats de la loi d'accélération des renouvelables. Donc pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Donc à la fois, c'est bien que les territoires, tout un ensemble d'acteurs participent à ces projets. Ça doit sortir du débat d'experts et en même temps, il faut faire monter en puissance tout le monde. C'est des sujets complexes. Aujourd'hui, on va demander à des élus, des maires de communes de faire une planification, de décider là où seront les projets, mais sur quelle base, sur quels critères. Donc, ont-ils les compétences techniques pour le faire? Si c'est des petites communes, c'est très compliqué. Voilà, évidemment. Donc aujourd'hui, effectivement, on est très en retard sur nos objectifs. Il faut absolument libérer. Moi, je pense aussi que là, je comprends qu'avec les crises multiples, l'État ait besoin de recentraliser, maîtriser, mais je pense vraiment qu'on a un secteur privé avec différentes tailles d'entreprises qui est extrêmement intelligent et qu'il faut aussi faire confiance à ce marché. Merci beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup, on parle mobilité tout de suite.